Les urgences, c'était le chaos. C'était un vendredi soir typique à l'hôpital Metropolitan. J'étais dans ma deuxième année d'infirmière en traumatologie. Je m'habituais encore à l'adrénaline, au sang et au flot constant de patients en état critique qui nécessitaient des soins immédiats. Femme, environ 8 ans, blessure par balle à la poitrine, hémorragie interne massive. L'ambulancier a débité ses mots en poussant le brancard. Trouvée sur les lieux d'une fusillade en voiture, passe de papier, pas de famille présente, elle fait un arrêt cardiaque. La petite fille sur le brancard était pâle, petite et couverte de sang. Le docteur Martinez a immédiatement aboyé des ordres pendant que j'installais une voie intraveineuse. Mes mains bougeaient avec une efficacité acquise par la pratique, malgré mon cœur qui battait la chamade. Les traumatismes pédiatriques étaient toujours les plus difficiles. Elle dit quelque chose, a dit une des autres infirmières. Je ne comprends pas. C'est de l'italien. Les lèvres de la fillette bougeaient, des mots à peine audibles sortant entre des respirations haletantes. Je me suis penché plus près, et mon cœur s'est arrêté. Elle parlait italien, un italien rapide et terrifié que je reconnaissais de mon enfance. Ma grand-mère était italienne et m'avait élevé en parlant anglais et italien jusqu'à mes 10 ans. Je n'avais pas beaucoup utilisé la langue depuis sa mort, mais je comprenais chaque mot que cette petite fille disait. Per favore, di a papà che mi dispiace. Non volevo. I fiori erano così belli. S'il te plaît, dis à papa que je suis désolé. Je ne le voulais pas. Les fleurs étaient si belles. Qu'est-ce qu'elle dit? A demandé le docteur Martinez, ses mains s'activant pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Quelqu'un la comprend? Elle parle italien, et je dis, en me rapprochant de la tête de la fillette. Elle s'excuse auprès de son père à propos de fleurs. Les yeux de la fillette ont croisé les miens. Ils étaient en branche, effrayés et remplis de douleur. Per favore, diglice lo amo. S'il te plaît, dis-lui que je l'aime. Elle veut son père, et je traduis, la voix brisée. Elle essaie de lui dire qu'elle l'aime. Où diable est sa famille? A exigé le docteur Martinez. Que quelqu'un découvre qui est cet enfant et fasse venir ses parents ici. Maintenant, ici maintenant. Mais alors, même qu'il le disait, nous le savions tous. Les moniteurs hurlaient, sa tension artérielle chutait. Nous étions en train de la perdre. J'ai pris la main de la petite fille en la serrant doucement. Sto qui comptait, ai-je dit en italien. Je suis là avec toi. Non sei sola. Tu n'es pas seul. Ses yeux se sont fixés sur moi avec une intensité désespérée. Dis à papa la rosa era per la maman. Voulez-vous mettre-la sous la sua tombe? Dis à papa que la rose était pour maman. Je voulais la mettre sur sa tombe. Elle avait cueilli des fleurs pour la tombe de sa mère. C'est ce qu'elle essayait de dire à son père. C'est ce qu'elle voulait qu'il sache. Lo dirò, ai-je promis, les larmes coulant sur mon visage. Je le lui dirai. Lo saprà. Il le saura. Infirmière Carter, j'ai besoin que vous soyez concentrés, a commencé le docteur Martinez, mais les moniteurs sont devenus plats. Le battement régulier est devenu une longue tonalité. Nous avons travaillé pendant 20 minutes pour la réanimer. Massage cardiaque, défibrillation, tous les protocoles médicamenteux que nous avions. Mais elle était trop petite, avait perdu trop de sang et avait été touchée exactement au mauvais endroit. Parfois, malgré tout ce que nous faisons, la mort l'emporte. Heure du décès, 21h47, a dit doucement le docteur Martinez en s'éloignant de la table. Les urgences sont devenues silencieuses à ce moment de respect que nous accordions toujours, même dans le chaos. Un enfant était mort. Rien ne semblait plus injuste que cela. Je suis resté avec son corps après le départ des autres, incapable de lâcher sa petite main froide. Elle était morte effrayée et seule, essayant de dire à son père qu'elle l'aimait, essayant d'expliquer l'histoire des fleurs pour la tombe de sa mère. Et il n'était pas là. Il n'entendrait jamais ses derniers mots. Nous devons la préparer pour la morgue, a dit doucement une des autres infirmières. Elena, tu dois la laisser partir. Elena, le prénom de ma grand-mère. Le prénom qu'on m'avait donné mais que je n'utilisais jamais. Je préférais Elena Carter pour paraître plus américaine à l'école. Finalement, j'avais commencé à me faire appeler Carter professionnellement pour éviter le lien émotionnel avec le souvenir de ma grand-mère. Mais les derniers mots de cette petite fille, prononcés dans la langue de ma grand-mère, m'avaient ramené à cette partie de mon identité dont j'avais essayé de m'éloigner. J'ai finalement relâché sa main et je me suis écarté, laissant l'équipe faire ce qui devait être fait.
Dans la salle du personnel, je me suis lavé le visage, essayant de me ressaisir avant de retourner sur le terrain. Pleurer après avoir perdu un patient était normal, mais nous ne pouvions pas laisser cela nous arrêter. Il y avait d'autres patients, d'autres urgences, d'autres vies à essayer de sauver. Carter, il y a un homme qui demande des nouvelles de la petite fille. L'infirmière en chef m'a trouvé 20 minutes plus tard. Il dit qu'elle pourrait être sa fille. Peux-tu lui parler? Tu es la seule à avoir compris ce qu'elle disait. L'homme qui attendait dans la salle de consultation familiale n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il devait avoir la mi-trentaine, grand et solidement bâti, avec des cheveux sombres et des traits marqués qui auraient pu être beaux s'ils n'étaient pas actuellement tordus par une panique à peine contenue. Il portait un costume cher, avait le genre de présence qui commandait l'attention, et était entouré de 3 hommes tout aussi bien habillés qui ressemblaient plus à des gardes du corps qu'à des amis. Monsieur Romano, ai-je dit, en utilisant le nom que l'infirmière en chef m'avait donné. Je suis Elena Carter. Je suis l'infirmière qui était avec votre fille quand elle... Est-elle en vie? Sa voix était rauque et accentuée. Ils ne veulent rien me dire, juste qu'il y avait une petite fille italienne d'environ 8 ans. S'il vous plaît, est-ce qu'elle... Je suis sincèrement désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais ses blessures étaient trop graves. Elle n'a pas survécu. La dévastation qui a traversé son visage était absolue. Il a chancelé et un de ses hommes l'a rattrapé. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Puis il s'est redressé, son expression se durcissant en quelque chose de froid et de dangereux. « Je veux la voir. Je dois confirmer que c'est elle. Je dois la voir. » Bien sûr, mais Monsieur Romano, avant que vous ne le fassiez, elle a dit quelque chose à la fin. Elle parlait italien et je l'ai comprise. Je pense que vous devez savoir ce qu'elle a dit. Ses yeux sombres se sont fixés sur moi avec une intensité laser. Vous parlez italien? Ma grand-mère était de Naples. Elle m'a élevé en étant bilingue. Votre fille, elle essayait de vous dire quelque chose d'important. Dites-moi tout, chaque mot qu'elle a dit. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. Elle s'excusait. Elle a dit, « Dis à papa que je suis désolé. Je ne le voulais pas. Les fleurs étaient si belles. » Puis elle a dit qu'elle vous aimait. Et à la toute fin, elle a dit, « Dis à papa que la rose était pour maman. » Je voulais la mettre sur sa tombe. Monsieur Romano a fermé les yeux et je l'ai vu se battre physiquement pour garder le contrôle. Le cimetière, elle voulait visiter la tombe de sa mère. Je lui avais dit non. C'était trop dangereux que nous irions ce week-end. Elle a dû y aller quand même, cueillir des fleurs pour sa mère, et elle... Sa voix s'est brisée. Ils l'ont tuée parce qu'elle était ma fille, à cause de qui je suis. Je suis sincèrement désolé pour votre perte, ai-je dit doucement. Elle n'était pas seule à la fin. Je lui ai tenu la main et je lui ai parlé en italien. Elle savait que quelqu'un était là qui la comprenait. Vous étiez avec elle. Vous avez entendu ses derniers mots. Vous... Il a ouvert les yeux et il y avait quelque chose de féroce dans son expression maintenant. Quel est votre nom complet? Elena Maria Carter. Elena Maria, a-t-il répété. Un nom italien. Carter est le nom de votre père? Oui, ma mère était italo-américaine, mais la famille de mon père était irlando-américaine. J'ai grandi avec les deux cultures. Un des hommes avec M. Romano s'est avancé et a murmuré quelque chose d'urgent en italien. J'ai assez compris pour saisir le sens. Patron, nous devons partir. Cet endroit n'est pas sûr. L'attaque vous visait. Il pourrait réessayer. Patron, la façon dont il l'a dit, la façon dont les autres hommes lui témoignaient du respect, ce n'était pas juste un père en deuil. C'était quelqu'un de puissant, avec des gens qui lui obéissaient, avec des ennemis qui avaient tué sa fille pour le blesser. Emmenez-moi la voir, m'a dit M. Romano. Et ensuite, vous venez avec nous? Je suis désolé, quoi. Vous parlez italien. Vous avez compris les derniers mots de ma fille. Vous étiez avec elle quand elle est morte. Son expression était intense, presque désespérée. J'ai besoin que vous me disiez tout. Chaque détail, chaque mot, chaque expression sur son visage. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Vous venez avec moi à la maison pour que je puisse tout entendre. Monsieur Romano, je ne peux pas simplement quitter l'hôpital au milieu de mon service. Si vous pouvez, je m'en occupe. Je m'occupe de tout, mais vous venez avec moi maintenant. Il y avait quelque chose dans sa voix, pas exactement une menace, mais une certitude absolue que cela allait se produire, que je sois d'accord ou non.
J'ai regardé les hommes avec lui, notant leur positionnement de garde du corps. Ils portaient des costumes chers, projetant une aura de danger. Compte tenu de leur présence et de leur comportement, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas une demande que je pouvais refuser. Laissez-moi parler à mon superviseur. Donnez-moi 5 minutes. J'ai trouvé le docteur Martinez et lui ai expliqué la situation, que le père de la fillette voulait plus de détails et qu'il me demandait de partir avec lui. L'expression du docteur Martinez s'est assombrie. Carter, cet homme est Luca Romano. Savez-vous qui c'est? Devrais-je? Il dirige l'une des plus grandes familles du crime organisé de New York. Il est dangereux, potentiellement violent, et certainement pas quelqu'un avec qui vous voulez être seul. Sa fille vient de mourir dans mes bras. Il veut connaître ses derniers mots, ses derniers moments. Je ne peux pas refuser ça. Quel genre d'infirmière serais-je? Le genre qui reste en vie en évitant les chefs de la mafia. Mais le docteur Martinez a soupiré. Si vous êtes déterminé à le faire, emmenez quelqu'un avec vous. N'y allez pas seul. Tout ira bien. Il veut juste des informations sur sa fille. Il est en deuil, pas dangereux. C'était naïf de ma part, rétrospectivement, mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était un père qui avait perdu son enfant et qui voulait comprendre ses derniers instants. Comment pouvais-je lui refuser cela? Après que Luca a vu le corps de sa fille, un moment si douloureux que j'ai dû sortir de la pièce pour lui laisser de l'intimité, il s'est ressaisi et s'est tourné vers moi avec des yeux rougis. Elle s'appelait Julia. Elle avait 8 ans. Elle aimait les fleurs, la lecture et embêter son grand frère. Elle voulait devenir médecin quand elle serait grande parce que sa voix s'est brisée. Parce qu'elle voulait aider les gens comme les médecins avaient aidé sa mère pendant sa maladie. Maintenant, elle n'en aura jamais l'occasion parce que quelqu'un lui a tiré une balle dans la poitrine pour me punir. Je suis sincèrement désolé, Monsieur Romano. Appelez-moi Luca. Et vous, Elena Maria Carter, vous rentrez avec moi. J'ai besoin de tout savoir sur les derniers moments de Julia, chaque mot qu'elle a dit, chaque détail. Vous êtes la seule personne qui peut me donner ça. Un de ces hommes, celui qui l'avait appelé patron, s'est avancé. Monsieur, l'amener à la maison, est-ce prudent? Nous ne savons rien d'elle. Elle pourrait être... Elle était avec ma fille quand elle est morte. Elle lui a parlé en italien, lui a tenu la main et l'a réconforté quand je ne pouvais pas être là. Elle rentre avec nous. C'est définitif. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans un VUS noir aux vitres teintées, assise à côté d'un chef de la mafia en deuil, en route vers un lieu inconnu au milieu de la nuit. C'était soit la chose la plus compatissante que j'ai jamais faite, soit la plus stupide. Le temps me le dirait. La maison, si on peut l'appeler ainsi, ressemblait plus à un domaine. C'était immense, clôturé, avec une sécurité qui semblait de niveau militaire. Nous avons passé 2 points de contrôle avant d'atteindre la résidence principale, un manoir tentaculaire qui criait l'argent de longue date et un pouvoir dangereux. À l'intérieur, le décor était élégant, mais habité. Il y avait des photos de famille sur les murs, Luca avec 2 enfants, une belle femme qui devait être sa défunte épouse. Il y avait des traces d'enfants partout. Des jouets dans un panier, de petites chaussures près d'une table d'appoint, des dessins d'enfants accrochés à ce qui était clairement un papier peint très cher. Mon fils Marco a 13 ans, a dit Luca, en suivant mon regard. Il est à l'étage. J'ai dû lui parler de sa sœur avant de partir la voir. Je ne sais pas comment il s'est arrêté, la voix brisée. Comment dire à un enfant que sa petite sœur est morte? Comment expliquer que le monde est si cruel? Vous leur dites la vérité avec autant de compassion que possible. Et vous les laissez faire leur deuil comme ils en ont besoin. Il n'y a pas de bonne façon de perdre quelqu'un. Il m'a conduite dans un bureau avec des boiseries sombres et des meubles en cuir, le genre de pièces conçues pour les conversations sérieuses. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puis-je vous offrir quelque chose? Du café, de l'eau, quelque chose de plus fort? De l'eau, ça ira, merci. Un de ces hommes a apporté de l'eau pour nous deux, puis s'est posté devant la porte. Clairement, je ne partirai pas avant que Luca n'ait les informations qu'il voulait. Racontez-moi tout, a dit Luca, en s'installant dans le fauteuil en face de moi. De son arrivée aux urgences jusqu'à la fin, chaque détail. Je lui ai tout raconté. Les ambulanciers l'amenant, le chaos organisé pour la sauver, le moment où j'ai réalisé qu'elle parlait italien. Je lui ai rapporté les mots qu'elle avait dits, l'expression sur son visage,
Et comment elle m'avait regardé quand j'avais répondu en italien. Il y avait du soulagement que quelqu'un la comprenne. Elle ne souffrait pas à la fin, et j'ai dit doucement. Les médicaments que nous lui avions donnés, combinés à la perte de sang, elle s'éteignait, mais paisiblement. Oh, elle m'a tenu la main et a essayé de sourire quand j'ai promis de vous parler des fleurs. Sa dernière expression était paisible, Luca. Elle n'avait pas peur. C'était en partie un mensonge. Elle avait eu peur, terrifiée en fait. Mais quel père avait besoin d'entendre que sa fille était morte dans la peur? Certaines vérités étaient trop cruelles pour être partagées. La rose était pour la tombe de sa mère, a dit Luca, la voix creuse. Ma femme, Isabella, est morte d'un cancer il y a 2 ans. Julia demandait à visiter le cimetière pour y apporter des fleurs. Je n'arrêtais pas de dire que c'était trop dangereux, que mes ennemis pourraient surveiller, que nous irions ensemble quand ce serait sûr. Elle a dû sortir en douce et y aller seule. Et ils attendaient. Ils savaient que la tuer me détruirait plus que de me tuer moi-même. Qui a fait ça? Une famille rivale, les Castellano. Nous sommes en conflit depuis des mois pour des territoires, des opérations. Ils ont frappé ma fille pour envoyer un message. Son expression est devenue froide et dangereuse. Ça a marché. J'ai reçu leur message et maintenant, ils vont recevoir le mien. La façon dont il l'a dit, calme, certain et absolument létal, m'a fait réaliser que le docteur Martinez avait raison. Luca Romano n'était pas seulement en deuil. Il planifiait des représailles, de la violence, probablement la mort. Luca, je comprends que vous soyez en colère, mais plus de violence ne ramènera pas Julia. Cela ne fera que créer plus de chagrin pour d'autres familles. Vous ne comprenez pas mon monde. Dans mon monde, montrer de la faiblesse vous fait tuer. Ne pas répondre à cela, ne pas les faire payer pour ce qu'ils ont fait, inviterait à plus d'attaques. Mon fils serait le prochain. Toute ma famille serait une cible. Je n'ai pas le luxe de la pitié. La vengeance ne diminuera pas la douleur. Elle ne fera que créer plus de douleur. Peut-être, mais c'est le seul langage que les gens de mon monde comprennent. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Vous devez penser que je suis un monstre, un criminel qui mérite ce qui est arrivé. Je pense que vous êtes un père qui a perdu sa fille de la manière la plus horrible possible. Je ne vous connais pas assez bien pour juger quoi que ce soit d'autre à votre sujet. Je ne suis pas un homme bon, Elena. J'ai fait des choses terribles, blessé des gens, enfreint des lois et bâti un empire sur la violence et la peur. Mais j'aimais ma femme, j'aime mes enfants. Tout ce que j'ai fait, tout, c'était pour les protéger, subvenir à leurs besoins et leur donner une vie de sécurité et de confort. Et ça n'a servi à rien. Je n'ai pas pu protéger Julia de mes ennemis. Je lui ai fait défaut. Vous ne lui avez pas fait défaut. Les gens qui lui ont tiré dessus, ce sont eux qui ont manqué d'humanité la plus élémentaire. Vous n'êtes qu'un père qui essaye de donner un sens à une violence insensée. Il s'est retourné vers moi et il y avait quelque chose de brut dans son expression. Pourquoi? Il s'est raclé la gorge. Êtes-vous gentil avec moi? Vous savez ce que je suis. Le docteur Martinez vous l'a dit. Je vous ai vu lui parler. Il vous a prévenu, pourtant vous êtes venu quand même. Et maintenant, vous êtes assis ici à m'offrir de la compassion alors que vous devriez appeler la police. Parce que votre fille est morte dans mes bras et je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit que je vous parlerai des fleurs, que je m'assurerai que vous sachiez qu'elle vous aimait. Je tiens cette promesse. Et parce que vous êtes en deuil et que je suis infirmière, c'est plus que votre travail. Vous parlez italien. Vous avez compris les derniers mots de Julia. Vous lui avez tenu la main et l'avez réconfortée quand je ne pouvais pas être là. Vous lui avez fait un cadeau à la fin, quelqu'un qui la comprenait, qui l'a fait se sentir moins seule. Ce n'est pas quelque chose que je peux rembourser. Je ne veux pas de remboursement. Je veux juste... Je me suis arrêté, ne sachant pas ce que je voulais. Rentrer chez moi, aider cet homme à faire son deuil, comprendre pourquoi la mort de sa fille m'avait si profondément affecté. Je veux juste qu'on se souvienne de Julia comme plus qu'une victime de la violence. C'était une petite fille qui aimait sa mère au point de risquer le danger pour apporter des fleurs sur sa tombe. C'est de cela qu'on devrait se souvenir. M'aiderez-vous à me souvenir d'elle? La question était calme et vulnérable. Allez-vous parler à Marco des derniers moments de sa sœur? Il a besoin de l'entendre de quelqu'un qui était là, qui l'a comprise. Je ne peux pas. Je ne trouve pas les mots. Luca, je ne suis pas de la famille. C'est une conversation intime qu'il devrait avoir avec vous.
S'il vous plaît, vous parlez italien. Giulia parlait italien parce que sa mère insistait pour les élever en étant bilingue. Marco comprendra la signification de cela, que sa sœur ait été réconfortée dans la langue de leur mère à la fin. Il a besoin de l'entendre de vous. J'aurais dû dire non. J'aurais dû insister pour rentrer chez moi et laisser cette famille à son deuil privé. Mais en regardant l'expression désespérée de Luca, en pensant à un garçon de 13 ans qui venait de perdre sa petite sœur, je ne pouvais pas refuser. D'accord, je vais lui parler. Mais Luca, après ça, je dois rentrer chez moi. J'ai un service demain, une vie à reprendre. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Bien sûr, je demanderai à quelqu'un de vous ramener chez vous après que vous ayez parlé à Marco. Et Elena, merci pour tout. D'avoir été avec Giulia, de m'avoir parlé de ses derniers moments, d'avoir accepté d'aider Marco. Vous avez fait un cadeau à notre famille dans le pire moment de nos vies. Marco était dans sa chambre, un espace d'adolescent typique avec des affiches, des consoles de jeux et des vêtements éparpillés. Mais le garçon assis sur le lit avait l'air perdu, jeune et complètement brisé. Quand Luca m'a fait entrer et a expliqué qui j'étais, les yeux de Marco se sont remplis de larmes. Vous étiez avec Giulia à la fin? J'y étais. Elle n'était pas seule, Marco. Je lui ai tenu la main et je lui ai parlé en italien. Elle savait que quelqu'un était là qui la comprenait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Papa a dit qu'elle parlait de fleurs. Je me suis assise à côté de lui sur le lit et pendant les 20 minutes suivantes, je lui ai tout raconté. À quel point Giulia avait été courageuse, comment elle avait essayé de sourire, comment ses derniers mots parlaient d'amour pour lui, pour leur père, pour la mémoire de leur mère. Je lui ai parlé de la rose qu'elle voulait mettre sur la tombe de leur mère, de comment elle s'était excusée d'être allée seule au cimetière. Elle a toujours été têtue, a dit Marco, les larmes coulant sur son visage. Maman disait que Giulia tenait ça de papa, qu'une fois qu'elle avait décidé de faire quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. J'aurais dû y aller avec elle. J'aurais dû l'aider à apporter des fleurs à maman. Peut-être que si j'avais été là, peut-être rien. Les gens qui ont fait ça cherchaient une cible. Si vous aviez été là, vous seriez peut-être mort aussi. Ou ils auraient peut-être choisi un autre moment, un autre endroit. Vous ne pouvez pas vous en vouloir de ne pas avoir empêché quelque chose que vous ne pouviez pas savoir allait arriver. Papa va les tuer, les Castellano. Il va déclencher une guerre. Est-ce que ce que vous voulez, plus de violence, plus de mort? Je veux que ma sœur revienne, mais comme je ne peux pas avoir ça, je veux que les gens qui l'ont prise payent. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ça fait de vous un être humain. Le deuil nous fait vouloir la justice, parfois la vengeance. Mais Marco, les derniers mots de votre sœur parlaient d'amour, de vouloir honorer la mémoire de votre mère. Peut-être que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Giulia est de choisir l'amour plutôt que la violence. Vous ne comprenez pas notre monde. Dans notre famille, ne pas répondre à ça, papa aurait l'air faible. Nous serions tous des cibles. Il parlait comme son père, 13 ans et déjà courant dans le langage de la justice mafieuse. Je ne comprends pas votre monde. Vous avez raison, mais j'ai compris les derniers moments de votre sœur, et je vous le dis, elle ne pensait pas à la vengeance ou à la justice, elle pensait à l'amour, à la famille, aux fleurs pour la tombe de sa mère. C'est de cela qu'elle voulait qu'on se souvienne. Marco est resté silencieux pendant un long moment, puis il a demandé « Voulez-vous me parler d'elle en italien ?» Les choses qu'elle a dites, je veux les entendre dans la langue de maman. Alors j'ai tout répété en italien, chaque mot que Giulia avait dit, dans les phrases exactes qu'elle avait utilisées. Et Marco a pleuré, vraiment pleuré, d'une manière qu'il ne s'était probablement pas permise en présence de son père. Je l'ai tenu dans mes bras pendant qu'il sanglotait, ce garçon qui avait perdu sa mère et maintenant sa sœur, qui essayait si fort d'être fort. Quand ses larmes se sont finalement calmées, il m'a regardé avec des yeux rougis. Merci d'avoir été avec elle, de m'avoir dit la vérité, de parler italien. On dirait que maman était là aussi, d'une certaine manière. Votre mère serait fière de vous deux, de l'amour que vous portiez à votre sœur, de la force avec laquelle vous essayez d'être fort. Après avoir quitté la chambre de Marco, j'ai trouvé Luca qui attendait dans le couloir. Son expression était interrogatrice, pleine d'espoir. Il avait besoin de pleurer. Je lui ai donné l'espace pour le faire, et je lui ai tout dit ce que Giulia a dit en italien. Il voulait l'entendre dans la langue de sa mère.
Merci, vraiment. Vous nous avez donné quelque chose que je ne savais pas que nous avions besoin. Du réconfort de quelqu'un d'extérieur à la famille, extérieur à la violence, une perspective. Je devrais rentrer chez moi maintenant. Il est tard et j'ai du travail demain. Bien sûr, je vais demander à mon chauffeur de vous emmener. Il a hésité. Elena, je sais que c'est une imposition, mais envisageriez-vous de venir aux funérailles? C'est dans 3 jours. Je pense que Marco apprécierait votre présence. Quelqu'un qui était avec Julia à la fin, qui l'a comprise. Luca, je ne suis pas de la famille. Les funérailles sont pour la famille. Vous étiez la dernière personne à tenir la main de ma fille, la dernière personne à qui elle a parlé. Cela fait de vous une partie de son histoire, une partie de ce que nous pleurons. S'il vous plaît, considérez-le simplement. Contre mon meilleur jugement, je me suis retrouvé à accepter. J'y penserai. Si je viens, c'est pour Julia, pas pour vous ou la politique de votre famille. Je n'attendrai rien d'autre. Le trajet de retour était silencieux. J'étais épuisé, émotionnellement vidé, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des 5 dernières heures. Une petite fille était morte. J'avais été emmené chez un chef de la mafia. J'avais réconforté son fils en deuil. Et maintenant, j'étais d'une manière ou d'une autre impliqué dans un monde dont je ne savais rien. Quand je suis finalement rentré chez moi à 2 heures du matin, je me suis effondré dans mon lit, mais je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Julia, j'entendais sa petite voix parler italienne, me demandant de parler des fleurs à son père. J'avais tenu ma promesse, je le lui avais dit. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne pensais pas que c'était fini. Luca Romano n'était pas le genre d'homme à laisser les gens s'en aller une fois qu'ils entraient dans son orbite. Et je venais de devenir une partie de l'histoire de sa fille d'une manière qui nous liait de façon permanente. 3 jours plus tard, je me tenais au fond d'une église catholique, regardant des centaines de personnes pleurer une fillette de 8 ans. Les funérailles étaient élaborées, traditionnelles et remplies de suffisamment de fleurs pour approvisionner un fleuriste. Pendant tout ce temps, Luca se tenait à l'avant avec Marco à ses côtés, tous deux figés dans le deuil. Quand Luca a parlé, prononçant un éloge funèbre en italien et en anglais, il m'a mentionné. Une étrangère a tenu la main de ma fille à la fin. Elle lui a parlé dans la langue de sa mère et lui a apporté du réconfort quand je ne pouvais pas être là. Cette gentillesse de la part de quelqu'un qui ne nous devait rien est quelque chose que je n'oublierai jamais. Après, alors que les gens partaient, Luca m'a trouvé. Vous êtes venu. J'ai promis à Julia que je dirais à son père ces derniers mots. Je tiens mes promesses. Marchez avec moi. Ce n'était pas une demande. Nous avons traversé le même cimetière où Julia avait essayé d'apporter des fleurs sur la tombe de sa mère. Luca m'a conduite à une nouvelle tombe, de la terre fraîche, une pierre tombale élaborée déjà en place. À côté se trouvait une autre tombe pour Isabella Romano, sa femme. Elles sont ensemble maintenant, a dit Luca doucement. Mes filles sont ensemble. C'est une belle pensée. Elena, je dois vous demander quelque chose. Ça va paraître fou, peut-être inapproprié, mais je le demande quand même. Quoi? Venez travailler pour moi. Faites partie de ma maison. Marco a besoin de quelqu'un, quelqu'un d'extérieur à la famille qui comprend le deuil, qui parle italien, qui peut l'aider à gérer ça. Je vous paierai ce que vous voulez, plus que ce que l'hôpital paye. Aidez-nous simplement. Aidez-le, s'il vous plaît. Je l'ai regardé fixement. Vous voulez que je quitte mon travail et que je travaille pour une famille de la mafia? Je veux que vous aidiez un garçon en deuil qui vient de perdre sa sœur. Le reste, mon travail, les affaires de ma famille, c'est séparé. Vous seriez là pour Marco. C'est tout. C'était fou, complètement fou. Mais en regardant l'expression désespérée de Luca, en pensant à Marco pleurant dans mes bras, je me suis surprise à y réfléchir sérieusement. Laissez-moi y réfléchir. Donnez-moi quelques jours. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais Elena, s'il vous plaît, dites oui. Mon fils a besoin de vous. Notre famille a besoin de vous. Et je pense que Julia voudrait que vous disiez oui aussi. C'était de la manipulation émotionnelle et il le savait, mais c'était peut-être aussi vrai. J'ai passé 3 jours à me débattre avec l'offre de Luca. C'était insensé, quitter un emploi stable à l'hôpital pour travailler pour une famille de la mafia. Chaque fois que j'essayais de me dissuader de prendre cette décision, le profond chagrin de Marco me revenait à l'esprit.
Je me souvenais de lui pleurant dans mes bras et de son besoin désespéré de quelqu'un pour l'aider à surmonter la perte de sa sœur. Tu envisages sérieusement ça? M'a demandé ma meilleure amie Sarah quand je lui en ai parlé. Travailler pour un chef de la mafia, Elena, ce n'est pas juste changer de travail, c'est entrer dans un monde criminel. Je n'entrerai dans rien du tout. J'aiderai un adolescent en deuil, c'est tout. C'est comme ça que ça commence. Puis tu es trop impliqué pour partir. Ces gens, ils ne te laissent pas t'en aller une fois que tu es impliqué. Je ne suis pas impliqué. J'aide juste un gamin qui a perdu sa sœur. En quoi est-ce que différent d'être une infirmière pédiatrique? Parce que les patients pédiatriques n'ont pas de père qui tue des gens pour vivre. Elle avait raison, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'étais censé faire ça, que la mort de Julia m'avait lié à cette famille pour une raison, et que m'en aller maintenant serait abandonner ce but. Le 4e jour, j'ai appelé Luca. Je le ferai. Une période d'essai de 3 mois. Si ça ne marche pas, je pars. Et je veux par écrit que je suis là en tant que conseillère en deuil et tutrice de Marco. Rien de plus. Je ne suis pas impliqué dans les affaires de la famille. D'accord. Merci, Elena. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous. J'ai donné ma démission à l'hôpital. Le docteur Martinez était déçu mais compréhensif. Si vous avez besoin d'une porte de sortie, si cette situation devient dangereuse, vous m'appelez immédiatement. Je vous aiderai à trouver un endroit sûr. Ça ne va pas être dangereux. J'aide juste un gamin à faire face à son deuil. Continuez à vous le dire, mais soyez prudente. Luca Romano n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Le domaine Romano est devenu mon lieu de travail. J'avais ma propre chambre, une suite d'invités plus agréable que tout mon appartement. Mon travail était officiellement celui de personnel de maison, assez vague pour ne pas soulever de questions, mais spécifique dans la pratique. Je passais du temps avec Marco, l'aidais avec ses devoirs, parlais de son deuil et lui fournissais le soutien émotionnel dont un garçon de 13 ans avait désespérément besoin. La première semaine a été maladroite. Marco était poli mais distant, ne sachant manifestement pas quoi penser d'avoir une conseillère en deuil vivant dans sa maison. Nous avons eu beaucoup de conversations guindées pendant les repas et des silences inconfortables quand j'essayais de le faire s'ouvrir. Ça ne marche pas, ai-je dit à Luca après 5 jours. Il ne me fait pas confiance. Il me voit probablement comme une étrangère que son père a engagée plutôt que comme quelqu'un qui se soucie vraiment de lui. Donnez-lui du temps. Il n'a pas l'habitude de s'ouvrir aux gens en dehors de la famille, mais il le fera. J'ai vu comment il vous regarde, comme si vous étiez un lien avec Julia qu'il ne veut pas perdre. Luca avait raison. Le déclic s'est produit 1 semaine plus tard, lorsque Marco m'a trouvé dans la bibliothèque en train de lire en italien, un des vieux livres de ma grand-mère que j'avais apporté de la maison. « Vous lisez l'italien » a-t-il demandé, surpris. « Couramment. Ma grand-mère s'en est assurée. Elle disait que la langue était la culture et que la culture était de l'identité. Je devais savoir d'où je venais. Maman disait la même chose. Elle nous faisait lire des livres italiens, regarder des films italiens et ne parler qu'italien au dîner. Papa se plaignait de ne pas pouvoir suivre la conversation. Son italien, il s'est raclé la gorge. Est terrible. Donc votre italien est bon? Mieux que bon, maman s'en est assurée. Il s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce que vous lisez? La Storia d'Elsa Morante. C'est sur la Seconde Guerre mondiale à Rome, Sweden. Ma grand-mère adorait ce livre. Elle disait que ça lui rappelait les histoires de sa mère sur la guerre. Maman aimait ce livre aussi. Elle a essayé de me le faire lire, mais j'ai dit que c'était trop vieux, trop long. Maintenant, j'aimerais l'avoir lu avec elle. Vous pourriez le lire maintenant, en sa mémoire. Je pourrais le lire avec vous si vous voulez. Nous pourrions en discuter, parler de ce qu'elle aurait pu penser des différentes parties. Pour la première fois depuis la mort de Julia, Marco a souri. J'aimerais bien ça. Et Elena, merci de ne pas avoir abandonné avec moi, même si j'ai été un peu con. Vous n'avez pas été con. Vous avez été en deuil. Il y a une différence. La lecture ensemble est devenue notre routine. Chaque soir après le dîner, nous nous asseyions dans la bibliothèque et lisions la Storia en italien, discutant des thèmes, des personnages et de ce que la mère de Marco aurait pu dire sur différents passages. Et lentement, Marco a commencé à s'ouvrir sur Julia, sur sa mère, sur le deuil qui le consumait. « Je m'attends toujours à ce qu'elle fasse irruption dans ma chambre », a-t-il dit un soir. « Julia, je veux dire, elle faisait toujours ça.
Entrer sans frapper, exiger que je joue avec elle ou que je l'aide avec ses devoirs. Ça me rendait fou. Maintenant, le silence me rend encore plus fou. C'est normal. L'absence de quelqu'un est parfois plus bruyante que sa présence. Pensez-vous que maman et Julia sont ensemble, comme papa l'a dit aux funérailles? Je pense que s'il y a une vie après la mort, votre mère serait certainement là à attendre Julia, et elle aurait probablement des opinions bien arrêtées sur les fleurs que Julia a essayé d'apporter sur sa tombe. Marco a ri, vraiment ri. C'était la première fois que j'entendais ce son depuis la mort de sa sœur. Maman avait toujours des opinions. Elle aurait certainement des choses à dire sur le fait que Julia s'est fait tirer dessus parce qu'elle est sortie en douce pour apporter des roses. Que pensez-vous qu'elle dirait? Qu'elle était fière que Julia soit assez courageuse pour honorer sa mémoire, mais en colère que les ennemis de papa aient transformé cette bravoure en une condamnation à mort, et probablement furieuse contre papa de ne pas l'avoir mieux protégé, même si ce n'était pas de sa faute. Avez-vous parlé à votre père de ça? De ce que vous ressentez? Papa ne parle pas de sentiments, il devient juste froid, se ferme et planifie sa vengeance. Je l'ai entendu au téléphone hier parler des Castellano. Il va les tuer, tous. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Comme si je devais être heureux, comme si je devais vouloir la vengeance aussi. Mais surtout, je me sens juste fatigué et triste, comme si plus de morts ne rendraient rien meilleur. C'est très mature de votre part. La plupart des gens de votre âge voudraient un œil pour œil. Ouais, eh bien, j'ai assez vu le monde de papa pour savoir que la vengeance ne crée que plus de vengeance. Les Castellanos ont tué Julia. Papa les tue. Leur famille riposte. Quelqu'un d'autre meurt. Ça ne finit jamais à moins que quelqu'un ne choisisse d'arrêter. Avez-vous dit ça à votre père? Il n'écouterait pas. Il pense que je suis trop jeune pour comprendre les affaires de la famille, la façon dont les choses doivent être faites. Peut-être que vous le comprenez mieux que lui. Parfois, la jeunesse apporte une clarté que l'expérience perd. 2 mois après mon arrivée dans la famille Romano, je m'étais installé dans une routine. Les matins étaient consacrés à aider Marco avec son école en ligne. Luca l'avait retiré de l'école ordinaire après la mort de Julia, inquiet pour la sécurité. Les après-midi étaient pour la lecture et la discussion en italien. Les soirées se passaient généralement avec toute la famille au repas, où j'étais progressivement devenu moins une employée et plus une habituée de la table. Luca était différent aux dîners de famille de ce à quoi je m'attendais. Il était moins le chef de la mafia froid et plus un père essayant désespérément de garder son enfant restant en sécurité et heureux. Il demandait des nouvelles de la journée de Marco, faisait de mauvaises blagues et essayait de créer une normalité dans une situation qui était tout sauf normale. Elena m'a appris un nouveau gros mot italien aujourd'hui, a annoncé Marco un soir en souriant. Pas du tout. Je lisais un dialogue du livre et vous avez demandé ce que cela signifiait. Ce n'est pas enseigner. Quel mot? A demandé Luca, amusé. Je ne le répéterai pas à table, ai-je dit fermement. C'est très impoli. Ce qui veut dire que c'en était un bon. Marco, c'était quoi? Elena dit que si je l'utilise, elle arrêtera nos sessions de lecture, donc je ne le dis pas. Garçon intelligent. Elena a raison. Certains mots ne sont pas appropriés pour une conversation à table. Mais Luca souriait, le premier sourire sincère que je voyais de lui depuis des semaines. Après le dîner, Luca m'a demandé de le rejoindre dans son bureau. Vous avez été bonne pour Marco, meilleure que ce que j'espérais. Il rit à nouveau, parle de l'avenir. C'est grâce à vous. C'est parce qu'il est résilient et qu'il a un bon système de soutien. Je ne fais que faciliter la guérison qu'il allait faire de toute façon. Ne diminuez pas ce que vous avez fait. Vous lui avez donné quelque chose que je ne pouvais pas, un espace sûr pour faire son deuil, quelqu'un qui ne fait pas partie de la politique familiale, qui n'est pas impliqué dans les affaires. Il vous fait confiance. J'en suis heureuse. Mais Luca, nous devons parler de ce qui se passera après la fin de la période d'essai de 3 mois. Marco va mieux, mais il n'est pas guéri. Le deuil n'a pas de calendrier. Je sais, c'est pourquoi j'espère que vous resterez en permanence, pas seulement comme tutrice de Marco, mais comme faisant partie de la maison. Nous avons besoin de vous, Elena. Je ne peux pas rester en permanence. C'était toujours temporaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous ramène à votre ancienne vie? L'hôpital que vous avez quitté? L'appartement dans lequel vous restiez à peine? Elena, vous avez un but ici. Marco a besoin de vous. Nous avons besoin de vous.
La façon dont il a dit je avant de se corriger en nous a fait palpiter quelque chose dans ma poitrine. J'avais essayé de ne pas remarquer à quel point Luca était attirant, comment sa présence m'affectait, comment nos conversations tard le soir après que Marco soit allé se coucher étaient devenues le clou de ma journée. Ce n'est pas mon monde. Je suis une étrangère qui joue à la maison avec une famille à laquelle je n'appartiens pas vraiment. Vous appartenez ici plus que vous ne le réalisez. Marco vous voit comme de la famille, moi aussi. Luca, je sais que c'est compliqué. Je sais que ma vie, mon travail rend tout difficile. Mais Elena, vous êtes devenue essentielle pour nous. Pour moi. Et je vous demande, je vous supplie, si nécessaire, s'il vous plaît, restez. La vulnérabilité dans sa voix était inattendue. Cet homme puissant et dangereux réduit à me supplier de ne pas partir. Cela m'affectait d'une manière que je ne voulais pas examiner. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. C'est suffisant pour l'instant. La décision est devenue plus compliquée 2 semaines plus tard lorsque Marco m'a demandé directement. Est-ce que vous partez quand vos 3 mois seront terminés? Je ne sais pas encore. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous partiez. Vous êtes la seule personne qui comprend ce que j'ai perdu. Papa essaie, mais il est en deuil lui aussi, et il le montre en étant froid et en planifiant sa vengeance. Vous me laissez être triste, en colère et confus, sans essayer de le réparer. Votre père vous aime beaucoup. Il le montre juste de la seule manière qu'il connaisse. Je sais, mais j'ai aussi besoin de ce que vous me donnez, l'espace pour tout ressentir, la lecture en italien qui me connecte à maman, les conversations sur Giulia qui ne se terminent pas avec papa ayant l'air d'être sur le point de craquer. S'il vous plaît, ne partez pas, restez en permanence. Comment pouvais-je dire non à ça? Comment pouvais-je abandonner un gamin qui avait besoin de moi, qui avait tant perdu, qui me demandait si directement de rester? Je resterai, me suis-je entendu dire, si votre père accepte mes conditions. Je veux un vrai contrat, un vrai salaire et des limites claires sur ce dans quoi je suis et ne suis pas impliqué. Pouvez-vous accepter ça? Je peux accepter n'importe quoi si cela signifie que vous restez. Ce soir-là, j'ai annoncé ma décision à Luca. Son soulagement était palpable. Merci, vraiment. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. J'ai des conditions, je les veux par écrit. Nommez-les, tout ce que vous voulez. Le double de ce que vous me payez maintenant, un vrai contrat de travail avec une description de poste claire, et surtout, je ne suis pas impliqué dans les affaires de la famille. Jamais. Je ne veux pas connaître les détails. Je ne veux pas être dans la pièce quand les décisions sont prises. Je suis là pour Marco, rien d'autre. D'accord, je ferai rédiger les papiers demain. Il s'est approché. Elena, je veux que vous sachiez que vous avoir ici, vous voir avec Marco, vous voir ramener la vie dans cette maison, cela a tout signifié pour moi. Vous nous avez fait un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser. Vous n'avez rien à rembourser. Je fais juste mon travail. Est-ce tout ce que c'est un travail? La question flottait entre nous, chargée d'implications, car ce n'était plus seulement un travail, et nous le savions tous les deux. Quelque part au cours des 2 derniers mois, je m'étais investi émotionnellement dans cette famille, dans la guérison de Marco, dans les rares sourires de Luca, dans la vie que nous construisions ensemble. C'est ce que ça doit être, et je dis prudemment, pour le bien de tout le monde. Et si je voulais que ce soit plus, alors nous aurions une conversation très différente, une pour laquelle je ne suis pas prête. Quand vous serez prête, faites-le moi savoir, parce que Elena, vous êtes devenue plus que la tutrice de Marco, plus qu'un membre du personnel. Vous êtes devenue essentielle et j'aimerais explorer ce que cela signifie. 6 mois après la mort de Giulia, la maison Romano avait trouvé un nouveau rythme. Marco était de retour à l'école ordinaire, une académie privée avec une sécurité renforcée. Il s'était fait des amis, avait rejoint l'équipe de débat et lisait de la littérature italienne volontairement. Le deuil était toujours là, mais il était devenu une partie de lui plutôt que de le consumer. Et Luca avait tenu sa promesse de ne pas m'impliquer dans les affaires de la famille. Je vivais dans la maison, travaillais avec Marco et partageais les repas avec la famille, mais je restais soigneusement séparé des aspects plus sombres de la vie de Luca jusqu'à la nuit où tout a changé. J'étais dans la bibliothèque en train de lire quand j'ai entendu des cris. La voix de Luca, en colère et urgente, parlant un italien rapide au téléphone.
puis des pas, et Marco se faisant précipiter dans le couloir par un membre de l'équipe de sécurité. Luca a fait irruption dans la bibliothèque. Nous devons partir maintenant. Prenez seulement l'essentiel. Nous avons 5 minutes. Que se passe-t-il? Les Castellano, ils passent à l'action. Cette maison n'est pas sûre. J'ai un endroit sécurisé de préparer. Nous y allons jusqu'à ce que je gère cette situation. Luca, je ne suis pas de la famille. Je n'ai pas besoin d'évacuer avec vous. Vous vivez dans ma maison. Vous vous occupez de mon fils. Cela fait de vous une cible. Vous venez avec nous. Ce n'est pas négociable. En moins de 10 minutes, nous étions dans un VUS blindé filant vers un lieu non divulgué. Marco était assis à côté de moi, pâle mais essayant de rester calme. Luca était à l'avant, au téléphone, se coordonnant avec son équipe de sécurité en italien rapide. « Est-ce à propos de la vengeance pour Giulia ?» a demandé Marco doucement. « Probablement. Les Castellano pensent que je prépare des représailles. Ils essaient de frapper en premier. »« Avez-vous préparé des représailles, Marco? »« Pas maintenant. Non. Je veux savoir, avez-vous prévu de les tuer? Est-ce pour ça qu'ils nous attaquent? » Luca est resté silencieux un long moment. « Oui, je l'ai prévu. Ils ont tué votre sœur. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Donc c'est de votre faute. Ils attaquent parce que vous ne voulez pas laisser tomber. » Marco, ai-je commencé, mais Luca m'a interrompu. Il a raison, c'est de ma faute. J'aurais dû être plus prudent, j'aurais dû anticiper qu'il frapperait en premier. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé que tu sois en danger à cause de mes choix. Nous sommes arrivés à un immeuble d'appartements fortifié. C'était le même immeuble où j'avais vécu lorsque j'avais rencontré les Romano pour la première fois. J'ai réalisé que Luca avait apparemment acheté tout le dernier étage et l'avait transformé en un refuge sécurisé. Nous resterons ici jusqu'à ce que mon équipe confirme que la menace s'est neutralisée, a expliqué Luca. Ça ne devrait pas durer plus de quelques jours. Mais ce ne fut pas quelques jours. Ce fut 2 semaines de confinement, de gardes armés devant la porte, d'appels téléphoniques tendus et de Luca disparaissant pendant des heures pour gérer des situations professionnelles qu'il n'expliquait pas. Marco et moi avons maintenu notre routine du mieux que nous pouvions, avec la lecture en italien, les devoirs et les conversations. Mais la tension l'affectait. Il était en colère contre son père, effrayé par la situation et frustré par la captivité. « Voilà à quoi ressemble votre monde », ai-je dit à Luca un soir après que Marco soit allé se coucher. « Voilà ce que vous faites aux gens que vous aimez. Vous les enfermez pour leur propre sécurité. Vous perturbez leur vie à cause de vos décisions professionnelles. Je les protège, je vous protège. Préféreriez-vous que je laisse les Castellano attraper Marco et l'utiliser contre moi? Je préférerais que vous trouviez un moyen de sortir de cette vie, passer à des affaires légitimes, arrêter le cycle de la violence pour le bien de Marco. Vous pensez que je n'ai pas essayé? Vous pensez que c'est la vie que je veux pour mon fils? Elena, j'ai hérité de ce monde. J'essaie de le rendre plus sûr, plus légitime, mais cela prend du temps. Et en attendant, je fais ce que je dois faire pour garder ma famille en vie. À quel prix? Marco est terrifié. Il vous regarde devenir exactement ce qu'il craint, froid, violent, consumé par la vengeance. Est-ce le père que vous voulez être? C'est le père que je dois être. Dans mon monde, montrer de la faiblesse fait tuer des gens. Je n'ai pas le luxe de la pitié ou du pardon. Alors peut-être que vous devez quitter votre monde. Choisissez votre fils plutôt que vos affaires. Choisissez la vie plutôt que la mort. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Vous choisissez chaque jour. Vous choisissez, et en ce moment, vous choisissez la violence plutôt que le bien-être de votre fils. Quand est-ce que ça change? Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Quitter cette vie, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de retraite pour un chef de la mafia. J'y suis jusqu'à ce que je sois mort ou en prison. Alors peut-être que Marco mérite un père qui est prêt à risquer la prison pour lui donner une vie normale. La conversation s'est arrêtée là, mais mes mots semblaient affecter Luca. Au cours des jours suivants, je l'ai remarqué ayant des conversations plus calmes avec ses conseillers, passant des appels qui sonnaient différemment, moins sur la vengeance et plus sur la négociation. Le 12e jour du confinement, Luca a rassemblé Marco et moi dans le salon. J'ai pris une décision. La situation avec les Castellano a été résolue, non pas par la violence, mais par la négociation.
Je leur ai donné du territoire en échange de la paix. Plus d'attaques, plus de représailles. C'est fini. Vous ne les avez pas tués? A demandé Marco, clairement surpris. Non, j'ai choisi une autre voie. Une qui signifie que nous pouvons rentrer chez nous en toute sécurité sans plus de sang versé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Luca m'a regardé. Quelqu'un m'a fait réaliser que le cycle de la violence ne s'arrête que lorsque quelqu'un choisit d'arrêter. Je choisis d'arrêter. Pour toi, Marco, et pour l'avenir que je veux construire au lieu du passé que je ne cesse de répéter. Marco a serré son père dans ses bras, la première affection physique que j'avais vue entre eux depuis la mort de Julia, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine en regardant Luca tenir son fils et choisir la paix plutôt que la vengeance. Après que Marco soit allé se coucher, Luca m'a trouvé sur le balcon. Vous aviez raison surtout. Je laissais mon besoin de vengeance me consumer, et cela faisait du mal à Marco, à notre famille. Alors, j'ai fait un choix différent. Je suis fier de vous. Cela a demandé du courage. Il a fallu que vous me défiiez, que vous me fassiez voir que j'avais des options au-delà de la violence. Elena, vous nous avez changé. Vous m'avez changé. Vous m'avez donné envie d'être meilleur que je ne l'étais. Vous étiez toujours capable d'être meilleur. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous le rappeler. J'ai besoin de vous. Pas seulement comme tutrice de Marco ou comme personnel de maison. J'ai besoin de vous comme ma partenaire, quelqu'un qui me garde humain, qui me rappelle ce qui est important. Elena, je suis amoureux de vous. L'aveu flottait dans l'air entre nous. Je savais à un certain niveau que des sentiments se développaient, mais l'entendre le dire directement, c'était différent. Luca, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas, c'est impossible. Pourquoi? À cause de qui je suis, de ce que je fais, parce que vous êtes mon employeur, parce que je suis ici pour Marco, parce que mélanger le personnel et le professionnel serait un désastre, ou ce serait la meilleure décision que l'un de nous ait jamais prise. Elena, je vois comment vous me regardez. Je vois la connexion entre nous. Ne prétendez pas qu'elle n'est pas là. Même s'il y a des sentiments, agir sur eux serait mal. Marco a besoin de stabilité, pas que son père sorte avec sa tutrice. Et j'ai besoin de savoir que c'est réel, pas seulement la proximité et l'intensité qui nous font penser que nous ressentons plus que ce que nous ressentons. Alors découvrons-le. Donnez-moi une chance. Donnez-nous une chance. Nous irons doucement, nous garderons ça séparé de Marco jusqu'à ce que nous soyons sûrs. Mais, Elena, s'il vous plaît, ne vous détournez pas de ça parce que vous avez peur. Je suis terrifié de trop m'attacher, d'être blessé, de perturber la guérison de Marco à cause de sentiments personnels. J'ai peur aussi, mais j'ai plus peur de vous laisser partir sans essayer. S'il vous plaît, dites simplement que vous y réfléchirez. J'y réfléchirai, mais, Luca, si nous faisons ça, si nous essayons, ça doit être réel, pas seulement de la commodité ou de la solitude. Un amour réel, un partenariat réel. Pouvez-vous me le promettre? Je le promets. Vous n'êtes ni une commodité ni une distraction. Vous êtes la femme qui a donné du réconfort à ma fille quand elle est morte, qui a ramené mon fils du deuil, qui m'a donné envie d'être un homme meilleur. Ce n'est pas de la commodité. C'est tout. 2 semaines après notre retour à la maison, Luca m'a invité à un vrai rendez-vous. Dîner dans un restaurant élégant, juste nous deux, pendant que Marco restait à la maison avec la sécurité. C'est étrange, ai-je dit alors que nous nous asseyions. Être sorti avec vous comme ça. Étrange bien ou étrange mal? Étrange. Comme si je n'étais pas sûr que ce soit un rendez-vous ou un dîner d'affaires avec mon employeur. Certainement un rendez-vous. Et Elena, vous n'êtes plus seulement une employée. Vous êtes de la famille. Marco vous voit de cette façon. Je vous vois de cette façon. C'est moi qui vous demande d'être plus que de la famille, d'être ma partenaire. Votre partenaire en quoi? La vie? Les affaires? Je ne suis toujours pas sûr de ce que vous demandez. Tout. Je vous veux dans ma vie, Elena, pleinement. Comme ma petite amie, éventuellement ma femme si les choses progressent dans ce sens. Comme la figure maternelle de Marco. Il vous voit déjà comme ça. Comme ma partenaire pour construire une vie meilleure pour notre famille. Notre famille. Vous dites ça comme si j'en faisais déjà partie. Vous en faites partie. Vous en faites partie depuis le jour où vous avez tenu la main de ma fille et lui avez donné du réconfort. Cela nous a connectés, Elena. Julia vous a amenés à nous et je crois qu'elle voudrait que nous construisions quelque chose de bien
à partir de cette tragédie. Utiliser Julia pour me convaincre est de la manipulation émotionnelle. C'est aussi la vérité. Les derniers moments de ma fille vous ont fait entrer dans nos vies. Ne pensez-vous pas que cela signifie quelque chose? Ne pensez-vous pas qu'elle voudrait que sa mort mène à la vie, à l'amour, à quelque chose de beau? Il avait raison et je détestais qu'il ait raison. Parce que je croyais que la mort de Julia nous avait connectés pour une raison et j'avais des sentiments pour Luca. Je les avais combattus pendant des mois, essayant de maintenir des limites professionnelles. Si nous faisons ça, nous allons doucement. Nous ne le disons pas à Marco tant que nous ne sommes pas sûrs. Et nous gardons des limites claires entre le personnel et le professionnel. D'accord, bien que je doive vous avertir, je suis italien. Nous ne faisons pas très bien les choses lentement. Mais j'essaierai pour vous. Au cours des 3 mois suivants, Luca et moi sommes sortis ensemble prudemment et lentement, en gardant cela séparé de mon travail avec Marco. Nous avons eu des dîners à l'extérieur, des soirées tranquilles après que Marco soit allé se coucher, et des moments volés de conversation et de connexion. Et je suis tombée amoureuse de lui. Pas du chef de la mafia, pas de mon employeur, mais de l'homme en dessous. Le père qui avait choisi la paix plutôt que la vengeance. Le mari en deuil qui aimait toujours sa défunte femme. La personne essayant désespérément de construire quelque chose de mieux pour son fils. Je dois le dire à Marco, a dit Luca un soir. À propos de nous, il mérite de savoir. Êtes-vous sûr qu'il est prêt? Sa mère n'est pas partie depuis si longtemps. Il pourrait avoir l'impression que vous la remplacez. Je ne remplace personne. Isabella sera toujours la mère de Marco, toujours la femme avec qui j'ai construit une vie. Mais elle est partie, et je suis toujours là, toujours en vie, toujours capable d'aimer quelqu'un de nouveau. Marco doit comprendre ça. Nous le lui avons dit ensemble au dîner, avec des mots soigneusement choisis sur la façon dont les relations évoluent et dont les gens peuvent être aimés plus d'une fois. La réaction de Marco a été inattendue. Je le sais depuis des semaines. Vous n'étiez pas très discret. Tu savais? Ai-je demandé, choqué. S'il vous plaît, vous pensez que je n'ai pas remarqué que papa souriait plus? Ou que vous rougissiez chaque fois qu'il entrait dans la pièce? J'ai 13 ans, pas aveugle. Et ça te va? A demandé Luca prudemment. Je veux dire, c'est bizarre, mais aussi Elena a été là pour moi quand j'en avais besoin. Elle t'a aidé à être un meilleur père, moins en colère, plus présent. Pourquoi ça ne m'irait pas? Il a fait une pause. Juste, ne vous mariez pas sans moi. Je suis définitivement invité à ça. 1 an après la mort de Julia, nous avons organisé un service commémoratif. Juste la famille et les amis proches réunis à sa tombe pour se souvenir d'elle, pour honorer sa mémoire et pour reconnaître le vide qu'elle avait laissé dans toutes nos vies. Marco a parlé, lisant une lettre qu'il avait écrite à sa sœur en italien, lui parlant de l'année écoulée, de la famille, de moi. Tu l'as amené à nous, Julia. Je le crois. Tu t'es assuré que nous aurions quelqu'un pour nous aider à guérir. Merci pour ce cadeau. J'ai déposé des roses sur sa tombe, les fleurs qu'elle avait essayé d'apporter sur la tombe de sa mère quand elle est morte, et j'ai murmuré en italien. J'ai tenu ma promesse. J'ai parlé des fleurs à ton père. Je suis resté pour aider ton frère. J'espère que tu es en paix. Luca m'a tenu la main pendant tout le service, avec Marco de l'autre côté. Nous 3 étions unis dans le deuil et la guérison, et l'étrange famille que nous étions devenus. Après, à la maison, la sœur de Luca, la sœur d'Isabella, techniquement, m'a prise à part. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour mes neveux. Marco avait besoin de quelqu'un comme toi. Et Luca, il est seul depuis trop longtemps. Tu as ramené la lumière dans cette famille. J'ai juste aidé où je pouvais. Tu as fait plus qu'aider. Tu les as sauvés, tous les deux, du deuil, de la violence, de l'obscurité qui les consumait. Ne sous-estime pas ce que cela signifie. 2 ans après la mort de Julia, Luca m'a demandé en mariage. Pas avec de grands gestes ou des déclarations publiques, mais tranquillement, dans la bibliothèque où Marco et moi nous étions d'abord liés par la littérature italienne. Je veux t'épouser, construire une vie ensemble officiellement et donner à Marco la famille stable qu'il mérite. Elena, veux-tu être ma femme? Oui, mais, Luca, j'ai besoin que tu comprennes. Je ne remplace pas Isabella. Je n'essaie pas d'être la mère de Marco ou la mémoire de Julia. Je suis juste moi. C'est tout ce que je te demande d'être. Elena qui a tenu la main de ma fille.
Elena qui a sauvé mon fils de la noyade dans le deuil. Elena qui m'a donné envie d'être meilleur que je ne l'étais. C'est elle que j'épouse. Pas un remplacement pour qui que ce soit. Juste toi. Le mariage était petit et intime, célébré dans la même église où nous avions pleuré Julia. Marco était le témoin, me conduisant à l'autel avec fierté. Et quand Luca et moi avons échangé nos vœux en italien, sur l'insistance de Marco, cela a semblé être l'aboutissement de quelque chose qui avait commencé par une tragédie et s'était transformé en espoir. Je promets de t'aimer, de t'honorer et de construire une vie digne du cadeau que tu nous as fait. Tu es entré dans nos vies par la douleur, mais tu nous as apporté la joie. C'est la magie de l'amour. Il transforme la souffrance en beauté. Mes vœux étaient tout aussi émouvants. Je promets d'être ta partenaire, ton égal, ton foyer. Je promets d'aimer Marco comme s'il était le mien. Et je promets d'honorer la mémoire de Julia en vivant pleinement, en aimant complètement et en ne tenant jamais un seul jour pour acquis. Quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme, Marco a commencé à applaudir, bientôt rejoint par toutes les personnes présentes. Et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que c'était là que je devais être. 5 ans après la mort de Julia, notre famille s'est agrandie. Nous avons eu une fille, Sofia, née avec des cheveux sombres et les mêmes yeux intenses que son père. Marco avait maintenant 18 ans, à l'université, mais il est rentré à la maison pour la naissance, tenant sa petite sœur avec une douce révérence. Elle ressemble à Julia, a-t-il dit doucement. Mêmes yeux, même expression déterminée, même en tant que nouveau-né. Penses-tu que c'est bien que nous l'ayons appelée Sofia, mais qu'elle nous rappelle Julia? Je pense que c'est parfait. Julia t'a amené à nous. Maintenant, nous avons Sofia grâce à ça. C'est comme si Julia prenait encore soin de nous, même si elle est partie. Luca était un père différent cette fois-ci. Plus présent, plus impliqué, moins consumé par les affaires. Il avait progressivement fait la transition de ses opérations vers des entreprises légitimes, tenant sa promesse de construire une vie meilleure pour sa famille. Pas de regrets? Ai-je demandé un soir. Nous regardions Sofia dormir dans son berceau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. À propos de quoi? Avoir quitté cette vie, le pouvoir, tout ce que tu étais avant. Le seul regret que j'ai est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elena, tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu à la mort d'Isabella. Un avenir qui valait la peine d'être construit, une raison de changer. Je ne le regretterai jamais. 10 ans après la mort de Julia, Marco a obtenu son diplôme de droit. Il avait choisi de devenir procureur, choisissant délibérément l'autre côté de l'ancien monde de son père, luttant contre le crime organisé plutôt que d'en faire partie. Es-tu déçu? A-t-il demandé à Luca lors du dîner de remise des diplômes. Que je devienne tout ce à quoi tu t'opposais? Je suis fier que tu sois assez fort pour choisir ta propre voie, assez courageux pour te dresser contre la vie que je menais. Cela demande du courage. C'est toi qui m'as montré que c'était possible. Tu m'as montré que les gens peuvent changer, que l'héritage familial n'a pas à te définir. Je suis ton exemple, papa. 15 ans après la mort de Julia, nous avons emmené Sofia, qui avait maintenant 10 ans, visiter la tombe de sa sœur. C'était la première fois qu'elle était assez grande pour vraiment comprendre, pour réaliser qu'elle avait une sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée et qui avait rassemblé notre famille. Parlez-moi d'elle, a demandé Sofia, assise à côté de la pierre tombale de Julia. Parlez-moi de ma sœur. Alors, Marco, Luca et moi nous sommes relayés pour partager des histoires sur l'entêtement de Julia, son amour des fleurs, sa détermination à honorer la mémoire de sa mère, sur la façon dont elle avait parlé italien dans ses derniers moments, et sur la façon dont ces mots m'avaient connecté à cette famille. Elle nous a tous sauvés, a dit Marco. Même si elle est morte, elle nous a sauvés. Elle a amené Elena à nous quand nous en avions le plus besoin. C'est un cadeau assez incroyable de la part d'une petite sœur. J'aurais aimé la rencontrer, a dit Sofia doucement. Tu la portes en toi, lui ai-je dit, dans ton nom, dans les histoires que nous racontons, dans l'amour que nous partageons grâce à elle. Julia fait partie de notre famille pour toujours. La mort ne change pas ça. 20 ans après la mort de Julia, la famille Romano s'est réunie pour célébrer le mariage de Marco. Il avait trouvé quelqu'un de bien, une collègue avocate qui comprenait son histoire familiale, compliquée, et l'aimait quand même.
Elle me rappelle toi, a dit Luca, en regardant Marco avec sa fiancée. Forte, courageuse, prête à voir au-delà des apparences. Tu lui as donné cet exemple. Tu lui as montré à quoi ressemble un bon partenariat. Nous lui avons donné cet exemple, ensemble. Ensemble, j'aime le son de ça. Après 20 ans, nous sommes toujours ensemble, toujours en train de construire cette vie. Des regrets? Seulement que Julia ne soit pas là pour voir à quel point la vie de son frère est devenue belle, à quel point nos vies sont devenues belles. Mais je pense qu'elle le sait. Où qu'elle soit, je pense qu'elle sait ce que ces derniers mots ont déclenché. À la réception, Sophia, maintenant âgée de 20 ans, a porté un toast. Mon frère a trouvé l'amour parce qu'il a appris de nos parents à quoi ressemble un vrai partenariat. Mes parents se sont trouvés parce que ma sœur, que je n'ai jamais pu rencontrer, les a réunis dans le pire moment de leur vie. C'est la magie de la famille. Nous nous sauvons les uns les autres, même dans la mort. Alors, à la santé de Julia, qui est ici en esprit, et à Marco et sa belle épouse. Que votre amour soit aussi fort que l'amour qui a construit notre famille. Tout le monde a levé son verre, et j'ai senti la main de Luca trouver la mienne sous la table. 20 ans à se choisir, à construire quelque chose de beau à partir d'une tragédie, à honorer la mémoire de Julia en vivant pleinement. Cette nuit-là, de retour à la maison, Luca et moi nous sommes assis dans la même bibliothèque où nous avions commencé à construire notre relation, où j'avais appris à Marco à faire son deuil, où tant de moments importants s'étaient produits. Penses-tu parfois à comment ça a commencé? A demandé Luca. Comment les derniers mots d'une petite fille en italien t'ont fait entrer dans nos vies? J'y pense constamment. Comment cela semblait aléatoire, être l'infirmière qui parlait italien par hasard, qui se trouvait là quand Julia avait besoin de quelqu'un pour la comprendre. Mais je ne pense pas que c'était aléatoire. Je pense que c'était exactement ce qui devait arriver. Le destin, un but. Julia avait besoin de quelqu'un pour la réconforter à la fin. Marco avait besoin de quelqu'un pour l'aider à faire son deuil. Tu avais besoin de quelqu'un pour te montrer que le changement était possible. Et j'avais besoin de trouver ma place. Nous avions tous besoin les uns des autres. Julia s'est juste assurée que nous nous trouvions. J'aime cette interprétation. Ça donne un sens à sa mort au lieu d'être juste une violence insensée. Sa mort a tout signifié. Elle nous a tous changés, nous a rendus meilleurs. Ce n'est pas rien, Luca. C'est un héritage. 25 ans après la mort de Julia, Sophia a eu sa propre fille. Elle l'a appelée Julia, une décision qu'elle a prise avec la bénédiction de Marco. Ça semble juste, a expliqué Sophia, de ramener son nom dans la famille, de s'assurer qu'elle ne soit jamais oubliée. Tenir le bébé Julia, voir les larmes de joie de Marco et regarder Luca devenir grand-père, c'était comme boucler un cercle, comme honorer la petite fille morte trop jeune en célébrant une nouvelle vie, un nouvel espoir, de nouvelles générations. Que lui dirais-tu? M'a demandé Sophia un jour. Si tu pouvais parler à Julia, la première, que dirais-tu? Merci de m'avoir fait confiance avec tes derniers mots. Merci de m'avoir amené à ta famille. Merci de m'avoir donné un but que je ne savais pas que j'avais besoin. Et merci de m'avoir montré que même dans les pires moments, l'amour peut grandir. C'est ce que tu nous as donné, l'espace pour que l'amour grandisse. Penses-tu qu'elle serait heureuse de la façon dont tout s'est passé? Je pense qu'elle serait fière, fière de son frère devenu procureur, fière de son père choisissant la paix plutôt que la violence, fière de la famille que nous avons construite. Oui, je pense qu'elle serait très heureuse. 30 ans après la mort de Julia, Luca et moi étions grands-parents de 4 petits-enfants. Marco avait 2 enfants, Sophia en avait 2, et tous connaissaient l'histoire de leur tante Julia qu'ils n'avaient jamais rencontrée, qui avait rassemblé leur famille. Raconte-nous encore, a demandé l'aîné de Marco un soir. Tous les petits-enfants étaient réunis, voulant l'histoire qu'ils avaient entendue une douzaine de fois, mais dont ils ne se lassaient jamais. Alors, je leur ai raconté l'histoire d'une petite fille qui avait été abattue, qui avait parlé italien dans ses derniers moments, qui voulait que son père sache pour les fleurs pour la tombe de sa mère comment j'avais été l'infirmière qui l'avait comprise, qui lui avait tenu la main, qui avait promis de livrer son message. Comment cette promesse m'avait amené à leur grand-père, à leur oncle Marco, à la famille qui était devenue mon tout. Et c'est pourquoi nous apportons toujours des fleurs sur la tombe de tante Julia, a dit la fille de Sophia, la jeune Julia,
Parce que les fleurs ont rassemblé la famille. Exactement. Les fleurs et l'amour et le courage de tenir la main de quelqu'un quand il a peur. C'est ça, la famille. Ce soir-là, alors que Luca et moi regardions nos petits-enfants jouer, j'ai pensé au voyage depuis cette terrible nuit aux urgences jusqu'à ce beau moment, à la façon dont les derniers mots de Giulia, traduits en italien, m'avaient donné une famille dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pas de regret? A demandé Luca, lisant mes pensées comme il le faisait souvent après 30 ans ensemble. Pas un seul. Cette vie, cette famille, c'est tout. Et tout a commencé parce que je faisais mon travail, en tenant la main d'une petite fille effrayée et en promettant de livrer son message. Qui aurait cru que cette promesse changerait toute ma vie? Je crois qu'elle t'a amené à nous délibérément, qu'elle s'est assurée que nous nous trouvions. Peut-être ou peut-être avons-nous juste eu de la chance. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante pour elle, pour toi, pour tout ça. Je suis reconnaissante aussi pour une infirmière qui parlait italien, pour une fille assez courageuse pour visiter la tombe de sa mère, pour une tragédie qui s'est transformée en beauté. C'est la vie que je n'ai jamais su que je voulais, et elle est parfaite. Il avait raison. C'était parfait. Construit sur la douleur? Oui. Commencé par la mort? Absolument. Mais transformé par l'amour, par le choix, par le courage de continuer à vivre même après la perte. C'était l'héritage de Giulia, pas la violence qui l'a tuée, mais l'amour qui a grandi de ses dernières mots. Et 30 ans plus tard, cet amour était toujours là, génération après génération, se souvenant de la petite fille dont les derniers mots, traduits par une étrangère, avaient construit une famille. 35 ans après la mort de Giulia, je me tenais dans les mêmes urgences où j'avais rencontré la famille Romano. J'étais de retour pour la première fois depuis que j'avais quitté ma carrière d'infirmière, ici pour un événement caritatif en l'honneur des infirmières en traumatologie pédiatrique, car j'étais devenu passionné par leur soutien. Madame Romano m'a approché, la directrice actuelle des urgences. Je voulais vous remercier personnellement pour le don de votre fondation. Le Fonds mémorial Giulia Romano a transformé notre programme de traumatologie pédiatrique. C'est un travail important. Chaque enfant mérite du réconfort à la fin, quelles que soient les circonstances. C'est ce que Giulia m'a appris. L'histoire de votre rencontre avec votre mari, c'est une légende ici. L'infirmière qui parlait italien et qui a fini par épouser un membre de la famille, certains des plus jeunes employés ne croient pas que c'est réel. C'est réel tout ça. Parfois, la vie vous donne des buts que vous n'attendez pas, de manière à ce que vous ne pourriez pas prédire. J'étais juste une infirmière faisant mon travail. Mais ce travail a changé toute ma vie. Plus tard, au gala de charité, j'ai prononcé un discours sur Giulia, sur les soins de traumatologie pédiatrique, sur l'importance de la langue et de la connexion en médecine. Et j'ai vu dans le public les jeunes infirmières qui étaient là où j'avais été 35 ans auparavant, dévouées, épuisées, essayant de sauver des vies dans des circonstances impossibles. On ne sait jamais quel patient changera votre vie, leur ai-je dit. Quel moment définira votre but? Pour moi, c'était une petite fille parlant italien, me demandant de livrer un message à son père. Ce moment m'a apporté ma famille, mon mari, tout mon avenir. Restez ouverts à ces moments. Ils vous trouveront quand vous vous y attendrez le moins. Ce soir-là, de retour à la maison, toute la famille s'est réunie pour le dîner. C'était devenu une tradition. Les dîners du dimanche avec tout le monde présent, sans exception, sauf nécessité absolue. Marco et sa femme, Sofia et son mari, les 6 petits-enfants, et même certains membres de la famille élargie qui étaient devenus partie de notre orbite. Raconte-nous une histoire, Nana, m'a demandé l'un des plus jeunes petits-enfants. Ils m'appelaient tous Nana, grand-mère en italien, un titre que j'avais gagné par l'amour plutôt que par le sang. Quelle histoire veux-tu entendre? L'histoire de comment toi et Nono vous êtes rencontrés. Mais raconte-la en italien, comme tante Giulia l'aurait entendu. Alors, j'ai raconté l'histoire en italien, la langue qui m'avait connecté à cette famille qui avait tout commencé. Et les enfants, qui apprenaient l'italien depuis leur naissance, ont écouté avec une attention religieuse, comprenant chaque mot. Quand j'ai fini, la jeune Giulia, maintenant âgée de 15 ans, a dit « Un jour, je veux être infirmière comme toi, Nana. Je veux aider les gens comme tu as aidé notre famille. » C'est un beau rêve, mais souviens-toi, être infirmière, ce n'est pas seulement une question de soins médicaux, c'est voir les gens, les comprendre, se connecter avec eux dans leurs pires moments. C'est ce que j'ai fait
pour la première Julia. Je l'ai vue, je l'ai comprise et je me suis connecté avec elle. C'est le cadeau que tu donnes en tant qu'infirmière. M'apprendras-tu des termes médicaux italiens pour que je sois prête? Bien sûr, nous commencerons demain. Luca a serré ma main sous la table et j'ai vu la fierté dans ses yeux. Fierté pour notre petite fille choisissant la médecine. Fierté pour la famille que nous avions construite. Fierté pour l'héritage qui a commencé par une tragédie et s'est transformé en but. Après le dîner, quand la maison s'est vidée et qu'il ne restait plus que Luca et moi, nous nous sommes dirigés vers la bibliothèque, notre sanctuaire, notre espace de réflexion, la pièce où tant de conversations importantes s'étaient déroulées au fil des décennies. 35 ans, a dit Luca, depuis que la pire nuit de ma vie est devenue le début de la meilleure partie de ma vie. C'est la contradiction que je n'ai jamais tout à fait réussi à réconcilier. Tu n'as pas à la réconcilier. Les deux choses sont vraies. La mort de Julia a été dévastatrice et elle nous a réunis. La tragédie et la beauté existant simultanément. C'est la vie. Penses-tu qu'elle savait que ces derniers mots t'amèneraient à nous? Je pense qu'elle était une petite fille effrayée, essayant de dire à son père qu'elle l'aimait, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de plus. Peut-être qu'elle a senti que parler italien la connecterait à quelqu'un qui aiderait sa famille. Je ne le saurai jamais avec certitude, mais j'aime croire qu'elle a joué un rôle dans notre rencontre. Je le crois aussi. Je choisis ça aussi parce que l'alternative, que tout était aléatoire, une coïncidence sans signification, c'est trop douloureux. J'ai besoin de croire que la mort de Julia ait servi un but, qu'elle t'a amené à nous délibérément. Sa mort a servi un but. Elle t'a changé, a changé Marco, a créé la fondation qui aide d'autres familles et m'a amené à toi. Ce n'est pas sans signification, Luca. C'est un héritage. 40 ans après la mort de Julia, Marco est devenu juge. Sa carrière distinguée dans la lutte contre le crime organisé a conduit à une nomination importante. Il a été nommé à la magistrature fédérale. Cette position de haut niveau aurait été totalement impensable pour le fils de Luca Romano, compte tenu de leur histoire familiale. Mais Luca avait passé des décennies à faire la transition vers des affaires légitimes, réparant soigneusement son passé compliqué. Lors de sa cérémonie d'investiture, Marco a prononcé un discours qui m'a fait pleurer. Je suis ici aujourd'hui parce que mon père m'a montré que les gens possèdent véritablement la capacité de changer. Ma belle-mère a également démontré que l'amour détient en effet le pouvoir remarquable de guérir des blessures profondes. De plus, ma sœur, qui est morte tragiquement trop jeune, a rassemblé toute notre famille pendant son moment le plus sombre. Chaque décision que je prendrai depuis ce banc honorera leur héritage. L'héritage de choisir la justice plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que la haine et l'espoir plutôt que le désespoir. Après, Luca a dit doucement, « Isabella serait si fière. Nos deux filles seraient si fières. Julia pour avoir commencé ce voyage et toi pour nous avoir aidés à le terminer. C'est ta réussite, pas la mienne. C'est toi qui as changé. Tu m'as donné envie de changer. C'est de la même chose. » 45 ans après la mort de Julia, la jeune Julia a obtenu son diplôme d'infirmière. Elle s'est spécialisée en traumatologie pédiatrique, spécifiquement dans les soins multilingues pour les enfants immigrés. Elle avait pris l'héritage de sa grand-tante et l'avait élargi, aidant les enfants issus de familles qui ne parlaient pas anglais, qui avaient besoin de quelqu'un pour les comprendre dans leurs pires moments. « Tu as inspiré ça », m'a-t-elle dit à sa remise de diplôme. L'histoire de comment tu as compris la première Julia, comment tu t'es connecté avec elle par la langue. Je voulais faire ça pour d'autres enfants, m'assurer qu'ils ne soient jamais seuls, jamais sans quelqu'un qui les comprenne. Ta grand-tante serait si fière. C'est exactement le genre d'héritage qu'elle voudrait. Sa mort menant à la vie, aux soins, à la connexion pour d'autres enfants. M'apprendras-tu ce que tu lui as dit? Les mots italiens exacts? Je veux les utiliser quand je travaillerai avec des enfants effrayés. Je veux continuer ce que tu as commencé. Alors, je lui ai appris les phrases que j'avais utilisées pour réconforter Julia. Les doux mots italiens qui avaient fait qu'un enfant mourant se sente moins seul. Et en regardant ma petite fille les mémoriser, se préparant à les utiliser avec d'autres enfants effrayés, j'ai senti le cercle se refermer une fois de plus. 50 ans après la mort de Julia, nous avons organisé un service commémoratif. Ce n'était pas triste ou lugubre, mais festif, honorant 50 ans de l'héritage qu'elles avaient créé,
la famille qu'elle avait rassemblée, les changements que sa mort avait déclenchés. Le Fonds mémorial Julia Romano avait aidé des milliers de familles. La carrière de Marco en tant que juge fédéral avait aidé à réformer le système judiciaire. Le travail de la jeune Julia en traumatologie pédiatrique avait réconforté d'innombrables enfants immigrés. Et la famille Romano, autrefois synonyme de crime organisé, était maintenant connue pour sa philanthropie, sa justice et son service. Il y a 50 ans, j'ai perdu ma fille, a dit Luca au mémorial. Il avait maintenant 85 ans, toujours vif mais montrant son âge. C'était le pire moment de ma vie, mais de cette tragédie est venu tout le bien que j'ai connu depuis. Ma femme, Elena, qui a tenu la main de Julia et a ramené la vie dans nos vies. Le changement dans ma vie qui m'a rendu digne de l'amour d'Elena. La famille que nous avons construite ensemble. L'héritage qui honore la mémoire de Julia. Je donnerais n'importe quoi pour la revoir, mais comme je ne le peux pas, je suis reconnaissant pour ce que sa vie et sa mort nous ont donné. C'est l'étrange calcul du deuil, la perte et le gain existant ensemble. Après le mémorial, Marco m'a approché en privé. Je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais dit directement. Tu m'as sauvé la vie. Quand Julia est morte, je me noyais, en colère, confus, me dirigeant vers le même chemin violent que papa avait parcouru. Mais toi, tu m'as montré une autre voie. Tu m'as appris que le deuil n'a pas à devenir de la rage, que la perte peut se transformer en but. Sans toi, je serais devenu exactement ce que je craignais. Au lieu de ça, je suis devenu quelqu'un dont je suis fier. Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Tu t'es sauvé toi-même, Marco. J'ai juste tenu l'espace pour que tu le fasses. C'est exactement ce que tu as fait pour Julia aussi. Tu as tenu l'espace pour elle, lui a donné du réconfort et rendu ses derniers moments moins terrifiants. Tu es doué pour ça, tenir l'espace pour les gens dans leurs pires moments. C'est ton don. Ce soir-là, allongé dans mon lit à côté de Luca, après 50 ans de mariage, 50 ans à nous choisir, j'ai réfléchi au voyage. Te souviens-tu des premiers mots que tu m'as dit, ai-je demandé, à l'hôpital quand tu es venu voir Julia? Est-elle en vie? J'étais si désespéré, si terrifié, et tu as dû me dire non. Elle n'a pas survécu. Je t'ai détesté à ce moment-là. J'ai détesté que tu sois la messagère de la pire nouvelle que j'ai jamais reçue. Et maintenant, tu es la messagère de la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue. Que la vie continue après la perte, que l'amour est possible après la mort, que les gens peuvent changer, peuvent grandir, peuvent construire quelque chose de beau à partir de morceaux brisés. Tu m'as apporté ce message par ta présence, ta patience, ton amour. C'est un meilleur message que tout ce que j'aurais pu imaginer. 55 ans après la mort de Julia, Luca est décédé paisiblement dans son sommeil. Il avait 90 ans, avait vécu une vie bien remplie et avait vu sa famille s'épanouir. À ses funérailles, Marco a parlé de la transformation de son père, de chef de la mafia à mari dévoué, à grand-père fier, à philanthrope. Mon père n'était pas un homme parfait. Il a fait des erreurs, blessé des gens et vécu une vie dont il n'était pas fier pendant trop longtemps. Mais il a changé. Il a choisi d'être meilleur. Et ce choix, cette décision fondamentale de se transformer, c'est son véritable héritage, pas l'empire qu'il a construit, mais l'homme qu'il est devenu. Le père qui a choisi la paix plutôt que la violence, le mari qui a aimé férocement et complètement, le grand-père qui racontait des histoires, donnait de la sagesse et nous donnait à tous envie d'être meilleurs. Après les funérailles, je me suis tenu devant la tombe de Luca, à côté de celle de Julia. Ils étaient ensemble maintenant, la fille morte trop jeune et le père qui avait passé le reste de sa vie à honorer sa mémoire. Merci, leur ai-je dit à tous les deux, de m'avoir amené à cette famille, de m'avoir montré à quoi ressemble l'amour sous toutes ses formes, de m'avoir donné un but que je ne savais pas que j'avais besoin. J'espère avoir honoré votre cadeau. J'espère en avoir été digne. 60 ans après la mort de Julia, j'avais 91 ans. La plupart de mon temps était passé avec ma famille, Marco et ses petits-enfants, Sophia et les siens, et la jeune Julia, qui dirigeait maintenant tout le programme de traumatologie pédiatrique de l'hôpital Metropolitan. Nana, m'a demandé la jeune Julia un après-midi, le regrettes-tu parfois? Avoir quitté ta carrière d'infirmière, t'être mariée dans une famille compliquée, avoir choisi un chemin si différent de ce que tu avais prévu. Pas un seul instant. Oui, j'ai quitté les soins infirmiers,
Mais j'ai trouvé un autre type de guérison en aidant ton oncle Marco à faire son deuil, en aidant ton nono à changer, en aidant à construire une famille. C'était sa propre forme de soins infirmiers, juste à une échelle plus petite, plus intime. Et la première Julia, penses-tu qu'elle serait heureuse de la façon dont tout s'est passé? Je pense qu'elle serait stupéfaite. Une fondation entière à son nom, une petite nièce qui perpétue son héritage, une famille transformée par sa mort. Oui, je pense qu'elle serait très heureuse. Plus qu'heureuse, je pense qu'elle serait fière. Quelques mois plus tard, je suis décédé dans mon sommeil, paisiblement, entouré de photos de ma famille, avec Marco me tenant la main. Il avait été là pour moi, comme j'avais été là pour sa sœur 60 ans auparavant, offrant du réconfort à la fin. À mes funérailles, la jeune Julia a prononcé l'éloge funèbre. Ma nonna nous racontait l'histoire de la nuit où elle a rencontré notre famille, comment elle a parlé italien à un enfant mourant, a fait la promesse de livrer un message et cette promesse a changé toute sa vie. Elle disait toujours que c'était Julia, la première Julia, qui l'avait amenée à nous, que ma grand-tante, même dans la mort, prenait soin de la famille. Je le crois. Je crois que Julia savait ce qu'elle faisait quand elle a parlé italien à une étrangère. Elle donnait à sa famille le plus grand des cadeaux, quelqu'un qui les aimerait, les guérirait et leur montrerait à quoi ressemble la vraie force. Nana a tenu sa promesse à Julia. Elle a livré le message et elle laisse rester. Pendant 60 ans, elle laisse rester. C'est ça l'amour. C'est ça un héritage. C'est ce que signifie tenir une promesse. Ils m'ont enterré à côté de Luca, près de Giulia. 3 personnes connectées par la tragédie, transformées par l'amour, réunies dans la mort. Et la famille que nous avions construite, 4 générations d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants Romano, ont perpétué l'héritage. Un héritage qui a commencé avec les derniers mots d'une petite fille, traduits par une étrangère, dans une langue qui nous a tous connectés. Des mots italiens qui sont devenus le fondement d'une famille, le début d'une histoire d'amour, la transformation de la tragédie en but. 60 ans, une promesse, une famille, et un amour qui a prouvé que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons trouver la lumière. Nous devons juste être assez courageux pour tenir la main de quelqu'un et promettre de livrer son message.